Et si tout ce qu'on vous a appris sur l'histoire de l'humanité était faux, ce soir, plongez dans les révélations troublantes de Patrick Pazin et d'Éric Le Saint, des cartes datant du Moyen-Âge qui montrent l'Amérique des siècles avant la fameuse découverte de Christophe Colomb, et un Antarctique sans glace avec une précision impossible, des pyramides d'Égypte qui ne seraient pas des tombeaux, mais de véritables centrales énergétiques vieilles de plus de 12 000 ans, un savoir antique ultra avancé transmis en secret à travers les civilisations, puis volontairement effacé ou réécrit. 1492, le plus grand mensonge de l'histoire officielle. Ouvrez grand les yeux. Ce soir, on remet en question tout ce qu'on croyait savoir sur nos origines. Ce soir, toutes les preuves avec Patrick Pazin, éditeur, et l'historien Éric Le Saint. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la falsification de l'histoire, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Et pour ça, je le reçois. Patrick Pazin, éditeur. Éric Le Saint, historien, je peux dire historien. Non, justement, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi on ne peut pas dire historien? Parce que moi, je travaille sur les pyramides d'Égypte et je pense qu'on n'expliquera jamais la construction d'un bâtiment par de la science humaine, mais par de la science physique. D'accord. Voilà. Donc on va tout changer là. Voilà. On va mettre science physique. Voilà, on m'appelle je suis un chercheur indépendant. Chercheur indépendant. Et qui met toutes ses expériences et l'expérience des autres, des tailleurs de pierre et tout, Alors, en exergue pour expliquer comment on a travaillé au niveau des pyramides, de l'implantation. On va parler de ça, on va parler de tout ça. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au Club Géopolitique Profonde. Les plus grands, les meilleurs y écrivent. Sylvain Ferreira, Claude Janvier, Laurent Ozon, François-Xavier Consoli et tous les autres. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous aurez 7 jours d'essai gratuit. N'oubliez pas que le dernier livre de Laurent Ozon, Les néoconservateurs, une élite impériale, a été édité par les éditions Géopolitique Profonde, écrit par Laurent Ozon, bien entendu. Pareil, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Alors, je suis très content de vous avoir parce qu'on avait déjà parlé des falsifications de l'histoire, mais plutôt sur l'histoire du XXe siècle. Là, on est avant Christophe Colomb. Parce que Christophe Colomb, c'est la fin, théoriquement, du Moyen-Âge. C'est-à-dire, on arrive à une autre époque. C'est parce que le Moyen-Âge, on a toujours dit que c'était la barbarie, etc. Et là, soi-disant qu'on arrive dans la civilisation, mais en fait tout ça c'est faux. Oui, absolument. Pourquoi c'est faux? Alors, on va commencer tout simplement parce que des peuples sont allés en Amérique bien longtemps avant lui. Alors déjà, ce que l'on connaît le mieux, ce sont les Vikings. Donc autour du XIe siècle, voire avant. Ils arrivent du côté de Terre-Neuve sur un site qui s'appelle La Anse-au-Mido. Et celui-là, aujourd'hui, ce site est indiscutable puisqu'il est même reconnu par la science officielle. À savoir que donc les Vikings sont arrivés, il y a eu des datations qui ont été faites au carbone 14 au début du XIe siècle. Donc on est déjà quasiment 5 siècles avant Christophe Colomb. Donc dire qu'il a découvert l'Amérique, alors qu'on sait que les Vikings étaient déjà là depuis longtemps, ça pose problème. Mais en plus, il n'y a pas que les Vikings qui sont allés, parce qu'on a des preuves, justement, on va regarder après quelques cartes et puis nous parlerons d'autres choses. Mais les Hébreux, les Romains, les Égyptiens,
les Japonais, les Chinois, les Phéniciens, tout le monde, et évidemment les Arabes, les musulmans, tout le monde est allé en Amérique. Même, on a des traces des Irlandais, et je parle avant Christophe Colomb. On a le monde, donc j'ai dit le monde arabo-musulman y est allé longtemps avant Christophe Colomb. On a même des preuves que l'Afrique subsaharienne est allée en Amérique. Alors, après, on va dire, non, mais tout ça, c'est la science officielle, réponse, c'est impossible. Eh bien, peut-être nous pouvons commencer par regarder une carte ancienne. Stéphane, si tu peux mettre la 18. Celle-là? Oui, mais d'accord, mais alors on va montrer les cartes. D'accord. En attendant, mais pourquoi qu'est-ce que ce mensonge transforme en gros dans notre civilisation? Tout. C'est-à-dire que alors, en 1823, il y a un jugement qui est rendu aux États-Unis sur à qui appartiennent des terres. Alors je m'explique. À la fin du XVIIIe siècle, donc vers 1775, un homme qui s'appelle Johnson achète des terres à des Indiens. 40 ans plus tard, un autre homme, en fait, qui a des activités politiques, négociant en fourrure, etc., un homme d'affaires, achète auprès du gouvernement américain les mêmes terres. Évidemment, ça se transforme en procès, puisque les héritiers du premier acquéreur, Johnson, disent nous sommes propriétaires depuis 40 ans de ces terres, puisque nous les avons achetées aux Indiens, et elles nous appartiennent. Le gouvernement américain n'avait pas le droit de les revendre à quelqu'un d'autre. Et en fait, le juge, qui s'appelle le juge Marshall, va décider qu'en fait, du fait de ce qui s'appelle la doctrine de la découverte dont nous allons parler, à savoir que à partir du moment où les Européens, donc Christophe Colomb, ont découvert l'Amérique, en fait, ça leur appartient. Et alors on dit oui, mais il y avait... C'est-à-dire que l'Amérique appartient... À ceux qui l'ont découverte. Aux Espagnols. Aux Espagnols, aux Portugais, aux Anglais, un petit peu aux Français. Ouais. En tout cas aux puissances européennes qui l'ont découverte. Et dans son jugement, c'est très clair, il explique en fait que donc lui, il rejette la demande des héritiers en disant que oui, d'accord, leur père avait acheté les terres à des tribus indiennes, mais en fait, les Indiens n'avaient pas le droit de la vendre parce qu'en fait, comme ils ont été découverts par Christophe Colomb, ça leur enlève tout droit de propriété et même de souveraineté. Et dans ce jugement, ce qui est impressionnant, en fait, c'est que finalement, les Indiens, qui sont là depuis des millénaires, au moins 50 000 ans, voire plus, mais bon, ça c'est un autre sujet, ce jugement ne leur concède qu'un droit d'occupation du sol. D'accord. Ok, les Occidentaux spolient les Indiens, ça c'est une chose. Oui. Mais... qu'est-ce qui transforme cette découverte, le fait de s'approprier cette découverte, qu'est-ce qui transforme peut-être intellectuellement, idéologiquement, au niveau civilisationnel, alors, le fait de dire voilà, c'est nous les Européens qui avons découvert l'Amérique. Alors déjà, ça va transformer premièrement le droit foncier aux États-Unis, c'est-à-dire qu'effectivement n'appartient enfin je veux dire les autochtones sont propriétaires de rien. Okay. Ce qui veut dire aussi, c'est que on peut les expulser. Et par exemple, en 1830, il y a l'Indian Removal Act, donc qui est voté par le Congrès, qui permet en fait d'expulser tous les autochtones qui se trouvent entre le Mississippi et l'Atlantique. D'accord. Donc en fait, ils vont dégager Manu Militari, et Manu Militari au vrai sens du terme, plus de 60 000 personnes, qui vont expulser de l'autre côté du Mississippi. D'ailleurs, ça s'appelle, il y a eu entre 4 et 8 000 morts, parce que ça a été violent. Et ça s'appelle, cet événement dans l'histoire s'appelle la piste des larmes. Donc la première chose, c'est que ils ont le droit finalement ils fixent un droit de propriété qui va se répercuter jusqu'à notre époque. Par exemple, en 2005, il y a une nation indienne, la nation Neda, qui rachète des terres tribales
qui avait autrefois donc appartenu avant que le gouvernement américain s'en empare, qui avait donc qui rachètent des terres tribales, et à ce moment-là, la municipalité leur demande de payer des impôts. Eux disent non, puisque nous rachetons des terres tribales, nous n'avons pas payé d'impôts fonciers sur ces terres puisqu'elles nous appartiennent depuis la nuit des temps. Et de nouveau, ça va aller devant la Cour, et la Cour va conclure que en fait, ils doivent payer des impôts parce que comme la municipalité a acquis ces terres, et en plus, ce qui est impressionnant, c'est qu'elle les a acquises de façon illégale. Eh bien, néanmoins, la demande des Indiens est rejetée et ils doivent payer des impôts. Et est-ce que ça participe aussi, je sais pas moi, à l'essor occidental peut-être aussi? Ah ben, de toute façon, par exemple, alors maintenant ça a changé parce que la législation a changé, mais les droits miniers n'appartenaient pas aux Indiens. D'accord. Donc toute l'exploitation dans les réserves, qu'il y ait du pétrole ou d'autres choses, n'appartenait pas aux Indiens, puisque de toute façon, ils n'avaient aucune propriété du sol, ils n'avaient même aucune souveraineté. Et d'ailleurs, on a des jugements tout au long du 19e siècle où des tribus indiennes vont en justice. Par exemple, il y a les Cherokees contre la Géorgie. La Géorgie passe des lois où elle prive tous les Indiens Cherokees de leurs droits. Enfin, je veux dire, ce sont des sous-hommes. Eh bien, ils vont perdre en justice puisque en fait, le juge va dire, mais vous n'êtes pas une nation, vous êtes une nation dépendante. Et il emploie l'expression en disant, comme vous avez été découvert, en fait, c'est la même relation qu'entre un tuteur et son pupille. Et donc, vous êtes un pupille, donc en fait, taisez-vous, vous faites ce qu'on vous dit de faire. Et si ça n'avait pas été ça, donc tout ça n'aurait pas existé? Ben, Si on avait dit oui, je sais pas moi, c'est les Romains, c'est les Japonais. Eh ben, justement, ce serait intéressant, c'est si ça se produisait aujourd'hui, quelles seraient les conséquences? C'est-à-dire que, comme je le disais, il y a encore des cas qui vont devant la justice américaine depuis le 21e siècle. Hein, donc, je parlais de la nation en 2005. Donc, si maintenant, ce serait intéressant intéressant. Je ne sais pas jusqu'où ça pourrait aller. Si effectivement, officiellement, les États-Unis reconnaissaient que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, quelles seraient les conséquences sur la propriété du sur la propriété du sol? Alors évidemment, on pourrait dire non, mais la Cour suprême dirait que oui, mais maintenant avec le temps, etc., etc. N'empêche que tous les jugements se fondent sur ce jugement de 1823 du juge Marshall, qui disait qu'en fait, les Indiens n'avaient aucun droit. Est-ce que ça veut dire que toute l'histoire de l'humanité, avant cette date fatidique, que ce soit les pyramides, que ce soit, je sais pas moi, l'Antiquité, je sais pas moi, les Incas, j'en sais rien, oui. Est faux? Oui, parce que en fait, justement, pour faire tenir le mythe de Christophe Colomb, ils sont obligés la science officielle, en fait, est obligée de mentir sur tout le reste, alors qu'on a des preuves. Par exemple, Stéphane, si tu veux montrer la carte. Alors, donne la date, parce qu'on n'a pas les numéros, on a les dates. Donc donne les dates des cartes. Tu les as classées par. D'accord. Alors, celle qui n'a pas de date, justement, l'égyptienne. Alors, là, ça, c'est une carte de quoi? C'est une carte du monde. Alors, évidemment, quand on la voit comme ça et qu'on n'a pas l'habitude, qui a été trouvée en 1898-99 dans une tombe égyptienne sur le site de Néken, ou Hierakonpolis en grec. Et Stéphane, si tu peux l'agrandir du côté droit, on va voir quelque chose de très intéressant. Voilà. Et si tu peux la décaler légèrement à gauche. On a l'impression tu vois l'Amérique, en haut à droite. C'est vrai. Et si tu peux, Stéphane, la décaler légèrement à gauche, nous allons... en tout cas, le bout à droite, c'est l'Australie, qui officiellement n'a pas été découverte. Et ce qui est, quand on grossit la carte, on voit qu'en Australie, le personnage tient un boomerang. D'ailleurs, il y a des boomerangs au musée des antiquités. Les aborigènes. Oui.
Au Caire. Au D'accord. Caire, il y a des boomerangs. Mais de même, j'avais rédigé une fois un article pour Nexus, nos amis de Nexus, qui montrait qu'en fait, en Australie, il y a des parois rocheuses qui ont été gravées avec des hiéroglyphes. Donc en fait, depuis tout temps, et c'est pour ça d'ailleurs, je te remercie de faire cette émission, parce que en fait, on découvre que, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, nos ancêtres étaient des êtres supérieurs. Enfin, je veux dire, ils bravaient les océans, ils allaient voir les autres peuples. Les échanges datent depuis l'Antiquité et même d'avant. Cher Eric, voilà, donc tout ce qui a été fait avant, et en gros, enfin, je veux dire, l'histoire officielle a été réécrite, en tout cas au moins avant Christophe Colomb. Est-ce que ça a été réécrit aussi pour les pyramides? Alors ça n'a pas été réécrit, c'est ce qui se passe au 19e siècle. Quand les archéologues sont arrivés, les égyptologues, ils ont vu les pyramides, ils ne se sont pas posé de questions, ils se sont dit ça fait partie de l'histoire égyptienne. Et puis maintenant, avec les techniques nouvelles, eh bien on s'aperçoit que, eh bien, on peut pas reproduire. Et la base de la science, c'est la reproductibilité. À partir du moment où on peut pas reproduire quelque chose, c'est que c'est pas possible. Et il y a une inadéquation entre les outils qu'on nous présente et la réalisation. Et on voit bien que les gens qui ont construit les pyramides ne peuvent pas être les Égyptiens. Moi, mon domaine, c'est le bateau, par exemple. Je connais très bien la navigation. Il y a une règle de physique qui est toute bête. La vitesse d'un bateau maximum, c'est par rapport à sa longueur de flottaison. Il y a une règle physique, c'est 2,40 de la racine de la longueur de la flottaison. C'est-à-dire que tous les bateaux en Égypte, ils sont en forme de banane. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de longueur à la flottaison. Si on fait le simple calcul 2,40 par la racine de la longueur, on voit qu'aucun bateau ne peut naviguer sur le Nil parce qu'ils vont reculer. On a 8 à 10 000 mètres cubes de débit sur le Nil par seconde. On a un courant de 4-5 nœuds. Les bateaux vont marcher à 2-3 nœuds, c'est-à-dire qu'ils vont reculer à chaque fois qu'on va les mettre dans l'eau. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas ramener en bateau ces pierres. Oui. On peut même pas faire naviguer un bateau à vide. C'est pas possible, puisque la règle de physique qui détermine la vitesse maximum d'un bateau fait que tout ce qu'on nous présente ne peut pas naviguer. On nous explique par exemple qu'on a coupé des troncs d'arbres pour faire des planches avec des haches en silex, parce que tout repose sur la planche en Égypte. Déjà, il n'y a pas beaucoup de bois, mais les bateaux, on fait des chemins de roulement où on tire les pierres sur le sable, parce que sur le sable, ça marche pas. Donc moi, j'ai demandé à des égyptologues ou des archéologues ou n'importe qui de prendre une hache de silex et de transformer un tronc d'arbre en planche. Personne ne peut y arriver. Et des planches pour un bateau, c'est millimétré. Donc les outils sont en inadéquation avec les réalisations. Alors où on n'a pas trouvé des outils, pourquoi pas? Moi je veux bien qu'il y ait des outils qui n'ont pas été trouvés, mais si on nous explique que c'est les outils-là et c'est les réalisations-là, c'est pas possible. Mais si c'est pas les Égyptiens, qui aurait pu ériger ces pyramides? Alors mon travail, moi, c'est pas de trouver qui a fait quoi. Moi, j'amène des ingrédients de réflexion. Je me prends pour plutôt un agriculteur qui amène des ingrédients. Et ce que je veux, c'est que les gens puissent aujourd'hui avoir l'esprit critique, parce que ça devient compliqué aujourd'hui d'avoir l'esprit critique. Et moi, j'amène de la mesure, puisque la seule chose qui n'a pas bougé, c'est la position des pyramides entre elles et les longueurs et largeurs. Donc pendant 3 ans, j'ai repris toutes les cotes des archéologues officiels et j'ai démontré que pour faire le plan des pyramides et tout le cahier des charges, eh bien, un ordinateur le plus puissant de la Terre aujourd'hui, eh bien, ne pourrait pas réaliser le plan d'implantation des pyramides parce qu'on a même avec comment dire, la machinerie moderne, tout ça, même avec ça, on pourrait pas. On peut pas, le plan, j'explique dans le livre qui est ici, voilà, tout le cahier des charges. Alors il y a plein de choses qui affolent les égyptologues. Qu'il y ait un plan de construction, les égyptologues l'admettent. Quand on leur explique que c'est en système métrique, ils ne peuvent pas l'admettre, parce que qui dit système métrique dit qu'on connaissait la taille de la Terre. Donc moi je prouve que les Égyptiens, du moins les bâtisseurs, connaissaient la taille de la Terre. Et ça affole les archéologues, parce que on s'aperçoit de toute façon qu'à la Révolution française, quand on a expliqué ce que était le système métrique, on le connaissait déjà, puisque c'était ce qui a été en 1795 validé par la Convention. On dit que c'est les travaux de Méchain des Lambres, alors que c'est les travaux de l'abbé Lacaille de 1730. Et on ne pouvait pas à cette époque-là donner
la paternité d'une mesure à un abbé, c'était compliqué. Donc on a réinventé un récit avec Méchain de Lambre. Mais si vous êtes à l'Observatoire de Paris, on vous dira, bah non, le maître qui est affiché, c'est le maître de l'abbé Lacaille, qui était connu. Mais comment l'abbé Lacaille a connu le maître, on ne le sait pas. Je pense qu'on a trouvé ça. Alors, l'année dernière, on a eu maître Gims, qui justement parlait de la falsification de l'histoire, qui a parlé des pyramides d'Égypte, de l'électricité, etc. Il a été beaucoup moqué. Est-ce qu'il était loin de la réalité ? Alors, il faut bien comprendre qu'on n'a jamais trouvé ni un os, ni une momie dans une pyramide. On n'a jamais trouvé de hiéroglyphes, sauf quatre pyramides. Et Champollion, c'est pas vrai ? Champollion, il n'a pas trouvé des hiéroglyphes ? Il a trouvé la pierre de Rosette, donc il a fait la traduction Mais dans les pyramides même, on n'a jamais trouvé, en rentrant dans une pyramide, ni un os, ni une momie, ni un hiéroglyphe, sauf dans 4 pyramides, mais qui sont des réappropriations de sites, parce que rien ne prouve qu'elles étaient là avant. Donc aujourd'hui, on a des pyramides qui sont des choses nues et qui ne ressemblent à rien, surtout pas des tombeaux. On n'a jamais tous les pharaons qu'on a retrouvés, on les a retrouvés dans la vallée des Rois, à 500 km d'ici. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de s'exprimer, parce qu'on est retourné comme au niveau de la Révolution française en plein obscurantisme. Parce qu'au niveau de la Révolution française, on a décidé avec les lois Le Chapelier, au nom de l'égalité, que tout le monde pouvait faire tous les métiers. Et à la Révolution française, on a décidé de fermer les académies de médecine, toutes les universités, et tout le monde pouvait être médecin. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que les Lumières nous ont emmenés dans l'obscurantisme, et pas l'inverse. Et aujourd'hui, on est reparti dans l'obscurantisme, puisqu'on nous interdit maintenant de douter et d'avoir l'esprit critique. Et qu'est-ce qu'on a fait pour ça ? On a sacralisé ce qu'on appelle le consensus. Et le consensus n'est qu'une croyance. On voit bien, l'amiante, c'est pas dangereux, c'était une croyance. Le vaccin efficace à 99%, c'était une croyance. Café assis, café debout, c'était une croyance, parce que ça a été validé par les académies de médecine. Le changement du climat aussi. Alors, le climat, on vous appelle climato-sceptique, voilà. Alors que le but de la science, c'est de douter. Mais on nous dit qu'il y a consensus sur le climat. Voilà. Oui, les climato-sceptiques, c'est justement, c'est ce qu'il faut être, puisqu'on doit douter. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit de douter. Et ça, c'est très, très, très grave, parce qu'on a érigé le consensus, on l'a sacralisé. Et ça nous empêche, aujourd'hui, on a condamné ces news parce qu'ils sont attaqués au consensus, à une croyance. Mais alors du coup, voilà. Maître Gims dit ça. Bon, pour revenir à lui, parce que les gens vont se poser la question. Il dit voilà que c'était des genres de centrales énergétiques, etc. Les gens se sont moqués de lui. Est-ce qu'il avait totalement tort ? Alors, pour moi, de toute façon, c'est pas des tombeaux. On ne fait pas des monuments comme ça. Il faut savoir que si on prend les 3 pyramides, qu'on les démonte, si on fait un mur de 400 km entre Strasbourg et Paris, le mur va faire 15 mètres de haut. Oui. Et donc, c'était construit à 60 ans. Donc, quand on fait des choses comme ça avec du granit qui vient d'à 700-800 km, c'est pour faire des machines. C'est pas pour faire des tombeaux. Y a pas des machines. C'est des machines. À quoi ça sert ? On ne sait pas. On peut pas savoir parce qu'on n'a pas les connaissances. Oui, parce que quand on parle de machines, aujourd'hui, tu vois bien, cher Patrick, on a dans notre imaginaire, on pense à des machines qu'on a, je sais pas moi, comme les téléphones, des trucs comme ça, quoi. Oui, on dit tout de suite ça avec l'électronique, du machin, et c'est pas forcément ça. Non, effectivement, j'aimais bien, dans ton introduction, tu as parlé de centrales énergétiques. Dès qu'on sort un peu de la science... officielle. Oui. Il faut dire science officielle. Voilà. Dès qu'on sort un peu de cette science-là, on constate en fait que oui, ce sont au minimum des centrales énergétiques. D'ailleurs, ce qui est impressionnant dans le travail d'Éric, c'est que pour implanter les pyramides, et il le démontre, c'est vraiment, je leur dis, c'est impressionnant. Ils ont utilisé par exemple, des variables qui sont le diamètre de la Terre, le diamètre de la Lune, la distance par rapport au pôle Nord, la distance par rapport à l'équateur. 99-98% de précision. À 99,98% de précision. Et donc ça ne colle pas avec le discours des égyptologues de la science officielle. D'ailleurs, nous en avions parlé, même entre eux, c'est terrible. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'étais en 2003, je suis allé voir une chercheuse qui était une grande toxicologue, qui est décédée depuis, qui était une grande toxicologue, médecin légiste, et qui a fait, donc je suis allé la voir à Munich.
qui avait fait des analyses des cheveux de Ramsès II, de la momie de Ramsès II, dans laquelle elle avait trouvé de la cocaïne. Or, la cocaïne ne pousse qu'en Amérique. Hein. La science officielle essaye de nous expliquer, oui, mais il y avait peut-être une plante, machin, on ne sait pas. Ben oui, donc quand on ne sait pas, on retombe dans ce que disait Eric, c'est-à-dire le consensus. Et donc, Svetlana, qui a fait des travaux, donc qui montrait qu'il y avait de la cocaïne dans les cheveux, mais qu'il y avait aussi de la nicotine dans les poumons. La nicotine, pareil, c'est même une variété de nicotine qui n'existe qu'en Amérique. Mais elle s'est fait tomber dessus à bras raccourcis. Elle a été traitée, donc ces travaux datent de 1992. Moi, je l'ai vu 10 ans plus tard. C'est-à-dire que les Égyptiens ont été en Amérique aussi. Où des Américains sont venus livrer, mais a priori, ça s'est fait dans les deux sens. Oui, monsieur. Et donc, elle s'est fait traiter de proto-théoricienne du complot. Donc déjà, en 1992, il y avait des proto-théoriciens du complot. Mais alors du coup, Alors attends, parce que tu vas voir, il y a un autre cas, et c'est là où je disais c'est terrible entre eux, c'est que donc elle s'est fait insulter par toute la communauté scientifique, mais 16 ans plus tôt, en 1976, une égyptologue, alors là, de tout ce qu'il faut, donc qui s'appelait Christiane Desroches-Noblecourt, je ne sais pas si tu te souviens d'elle, là c'est le gratin du gratin en matière d'égyptologie. Pareil, elle fait venir la momie de Ramsès II à Paris parce qu'elle commence un peu à s'abîmer, donc comprendre pourquoi elle est abîmée et comment surtout la restaurer. Et à sa grande surprise, pareillement, elle va trouver de la nicotine dans les poumons. Et c'est impossible puisque c'est une variété qu'on ne trouve qu'aux États-Unis. Et en plus, elle va envoyer, donc elle confie la tâche de faire les analyses justement sur ces substances. Et c'est une scientifique qui l'envoie un échantillon aux États-Unis, un spécialiste du tabac américain, et qui trouve dedans un parasite qui n'existe qu'aux États-Unis. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On pourrait dire, c'est génial, c'est la science avance, le progrès, etc. L'humanité est bien plus grande que ce qu'on veut nous faire croire, et pas du tout. Ces scientifiques-là se font railler. Il y a des articles dans Science et Avenir et d'autres. Comme Svetlana Babalanova, quoi. Leur carrière est détruite. Mais alors, du coup, comment on a trouvé les momies ? Parce que ces pyramides, c'est pas des tombeaux. Où est-ce qu'elles étaient abritées Tout ce que les momies, on les a trouvées à 500 km de là, donc dans ce qu'on appelle la vallée des rois, D'accord. au niveau de Luxor, sur la rive gauche du Nil. Voilà, il n'y a aucun rapport entre les Égyptiens et les pyramides, puisque aujourd'hui la construction fait l'effet, la science physique fait que on peut pas dire que les Égyptiens. C'est un problème simplement de science physique. Mais qu'est-ce qui a fait dire que ce sont les Égyptiens qui ont construit les pyramides? Comment les historiens actuels, ou depuis 2-3 siècles, en sont arrivés là? Mais parce que aujourd'hui, quand on veut expliquer quelque chose, c'est toujours soit une sépulture, soit sacrificielle. Les menhirs, les dolmens, à chaque fois qu'ils trouvent quelque chose, c'est des temples. Et aujourd'hui, on veut pas admettre qu'il y a une civilisation qui a disparu, qu'il y a eu une catastrophe. Toutes les civilisations parlent de déluge, il n'y a pas que dans la Bible. Donc, il y a eu obligatoirement une catastrophe sur la Terre qui a détruit une civilisation et qui était beaucoup plus avancée que la nôtre. Il y a des traces de ça? Bon, déjà, toutes les civilisations parlent de déluge. Après, il y a des gens qui parlent dans les écrits grecs. Est-ce que ça peut être le déluge de Noé? Bien sûr, on l'a appelé Noé, mais ce sont voilà. C'est celui-là? Alors, voilà, mais il y a à peu près ce qu'on appelle, il y a 12-15 000 ans, les océans ont monté de 120 mètres. 120 mètres, c'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'il y a sous les océans? Parce qu'on envoie des fusées autour de la Terre, mais il faudrait peut-être d'abord aller sur les océans. Il y a des pyramides sous les océans. On en a vu à Yonaguni, au Japon. A priori, il y en a aux Açores. Il y en a au large de Cuba. Donc, il y en a partout. Voilà, donc il faut absolument... C'est-à-dire qu'en fait, je vais compléter. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, avant les Égyptiens, il y a eu un peuple qui a construit une civilisation, qui ont construit des pyramides. Le déluge, j'imagine qu'au final, peut-être l'eau est redescendue. Ces gens ont été remplacés
par ce que nous on appelle les Égyptiens de l'époque Cléopâtre, etc. Alors, quoi. le déluge, c'est pas de la pluie qui est tombée pendant 3 jours ou 15 Non, jours. c'est la montée. Ça peut être aussi un astéroïde oui. plein d'eau ça peut peut-être expliquer l'eau salée aussi dans les mers, parce qu'on n'a pas, quand on explique l'eau salée, c'est... En tout cas, c'est ça. Le cheminement, c'est Voilà, mais de toute ça, façon, quoi. aujourd'hui, par rapport à la science physique, les Égyptiens n'ont jamais pu construire des monuments pareils. C'est impossible. Tu voulais compléter justement sur le déluge. Oui, c'est-à-dire qu'on dit une civilisation, mais manifestement, il y a eu même de nombreuses civilisations qui se sont... Qui ont succédé. Oui, bien sûr. Et puis, il y a même des... je ne sais pas si... Bon, dans cette émission, on peut parler des géants, par exemple. Ben, On a vas-y. le droit. Bon. Oui, tu peux parler de ce que tu veux. Ben, merci. Et donc, sur des cartes anciennes du XVIe siècle, notamment celle d'un navigateur qui s'appelle De Vaux, il dessine l'Antarctique, alors que... On va le montrer. Pas celui-là. C'est Alors, celui-là ou... Attends. C'est celui-là ou pas? non, c'est celle d'après. Ah, c'est celle d'après. Voilà, on est en direct, hein, vous voyez. Voilà. Voilà la carte. Celle d'après. Celle-là. Voilà, celle-ci. Donc là, effectivement, on ne le verra pas, mais il est marqué. Donc, il représente l'Antarctique de façon étonnante, puisque officiellement, donc là, on est en 1583, comme on peut le lire, et officiellement, l'Antarctique ne sera aperçu qu'en 1820. Donc, en fait, 240 ans plus tard. Et tout en bas, il est marqué région des géants. Alors, on peut dire, oui, bon, c'est de la mythologie, c'est des légendes. Où c'est écrit là à l'envers, oui, tu vois, en bas, on voit donc le cercle, et il a marqué région des géants. D'accord. Et donc, il marque région des glaces, région des géants. Alors, là, c'est une carte française. Oui. D'accord. Il y en a ce livre d'ailleurs qui est une véritable œuvre d'art qui a été. Il y a des dessins avec de l'encre d'or. Enfin, c'est une magnifique. Il n'y en a qu'un seul exemplaire. Et donc, on peut dire oui, mais c'est une légende, etc. Il a mis des géants là, etc. Oui, sauf que un moment, on m'avait demandé une conférence dont le titre est aux origines de l'humanité. Et c'est un vaste sujet parce que déjà, qu'est-ce que l'humanité ? Et donc, à un moment, j'ai quand même fait un chapitre sur les géants. Alors, pas ceux qu'on voit aujourd'hui, pas les images que l'on voit aujourd'hui créées par l'intelligence artificielle. Ça pullule, mais... Oui, les géants là, en Égypte, où ils prennent des pierres, ça c'est bidon. Ça. Oui, et d'ailleurs, justement, à un moment, j'avais montré des images générées par l'intelligence artificielle, et puis en fait, on peut le faire soi-même. Enfin, pour la conférence, j'ai généré en 30 secondes un gros crâne avec 2 archéologues qui travaillent dessus. Mais en fait, moi, je me suis intéressé à la presse américaine au 19e siècle. Et en fait, il y a des tas de découvertes d'Indiens qui mesuraient 12 pieds. Donc 12 pieds, ça fait 4 mètres. D'accord. Il y a eu des dizaines de ces découvertes-là au 19e siècle. Donc au 19e siècle, évidemment, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc, et d'ailleurs, tu sais, nous avons déjà parlé ici de Don Carmen au Mexique, qui faisait des légumes géants, des choux de 35 kilos, la pluie avec les esprits, etc. Il m'avait dit que lui savait, il avait un de ses amis qui sait où sont enterrés des géants au Mexique. Et alors évidemment, on n'y touchera pas, parce que déjà, il faudrait demander des autorisations, et il y a de grandes chances qu'on n'ait pas ces autorisations. Mais le fait qu'il y ait eu des civilisations... Mais là, tu parles de géants en Antarctique. Alors, ça, on peut dire que c'est une légende. Là, je parle de géants réels. D'accord. En Amérique du Nord, c'est-à-dire au Mexique. Par exemple, à un moment, au Mexique, ils ont trouvé 200 corps qui mesuraient plus de 3 mètres. Il y avait des hommes et des femmes. Et encore une fois, c'est la presse américaine du 19e siècle. Le 19e siècle. Oui, okay. Et ceux qui connaissent bien les États-Unis, on sait que de temps en temps, on voit des tumulus, de grands tumulus, qui sont intacts, et il est probable, voire plus que probable, que ce sont justement des Indiens géants qui sont enterrés là. Et
quand on m'a demandé donc cette conférence aux origines de l'humanité, je leur ai montré des images. Justement, un jour, j'étais au Mexique, j'ai fait un saut au Pérou, à Cusco exactement, pour aller voir les momies d'un archéologue français qui est évidemment très décrié sur Thierry Jamin. Et ces momies, qui ressemblent à des êtres humains, en fait, n'ont que 30% d'ADN humain. Et 70%, on ne sait pas ce que c'est. Et donc évidemment, tout ça, c'est insupportable pour la science officielle. C'est-à-dire que le seul fait de dire il y a de la cocaïne dans les cheveux, ils ont même trouvé du THC dans les poumons de nombreuses momies égyptiennes. Ils ont trouvé donc de la cocaïne, du tabac, mais même ça, il faut que on n'a pas le droit d'en parler. Est-ce que ça veut dire, cher Eric, merci beaucoup Patrick, oui. Est-ce que ça veut dire, cher Eric, que il y a 12 000 ou 15 000 ans, dans certains endroits de la planète, on pouvait avoir une technologie supérieure, peut-être même à celle d'aujourd'hui? Alors, ce qui est important, ce que je fais, c'est de repartir à zéro. C'est-à-dire que, déjà, dans la première partie du livre, je montre que tout ce que nous racontent les archéologues, c'est faux. Parce que ça ne tient pas devant la reproductibilité d'un avance physique. Rien ne tient. Donc moi, je demande, et je le demande encore ici, à débattre avec un archéologue ou un égyptologue. J'ai demandé à plein, à Franck Monnier, à Alexis Sédou, qui est pas archéologue, mais bon... Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ah ben, il fuit. Il y en a pas un. Donc Franck Monnier, je lui ai envoyé 3 mails déjà, mais il répond pas. La seule chose qu'il a réussi à me dire, Franck Monnier, c'était que j'étais un idiot de village. Voilà l'argument de Franck Monnier. Bon. Mais bon, pas de façon ça. Donc on en est rendu là. Moi, ce que je veux déjà, c'est mettre à plat. Je le mets avec ce bouquin. On peut repartir avec ce bouquin à zéro. Maintenant, tout est possible. Et ça, c'est important, c'est que tout est possible. Parce que c'est ça la science. Le doute. Parce qu'aujourd'hui, vous, ce que vous dites, c'est que les pyramides telles qu'elles ont été construites, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Mais est-ce que vous dites autre chose en plus? Est-ce que derrière vous dites, vous avez des hypothèses? Alors on a des hypothèses, mais aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est amener de la rationalité. Je ne veux pas être attaqué. Dans un deuxième temps, je veux faire un petit peu mon trou là-dedans, c'est-à-dire amener des chiffres, des mesures. J'ai fait le géomètre, j'ai pris toutes les chiffres des archéologues, des égyptologues comme Flinders Petrie. J'ai repris tout pendant 3 ans pour démontrer que les gens qui ont fait ça, c'est des gens hyper intelligents et beaucoup plus intelligents que nous. Ça, à partir du moment où on a cette conclusion-là, eh bien, tout est possible. Et qu'une civilisation ait disparu, puisqu'on en parle partout, et ce cataclysme, il y a 12 000 ans, il est officiel. Donc il a été plus fort qu'on ne le pense sans doute pour monter les océans de 120 mètres. Donc, alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Égyptiens que l'on connaît, on connaît les Égyptiens à partir des récits de Moïse, à peu près. Les Égyptiens, c'est 3000, l'époque pharaonique, avant Jésus-christ, c'est 3100 ans. Voilà, c'est à l'époque de Moïse. Non. Un peu avant. Non, Moïse, c'est plutôt 1200. Voilà. Donc c'est avant. Donc c'est 2000 ans avant Moïse. Voilà. Bon. Donc ça, c'est ce qu'on connaît. Eux, donc, sont arrivés sur cette terre et ils ont vu ces pyramides. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les Égyptiens qui écrivent tout, c'était des gens qui, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, ils l'écrivaient, le cours de Nil, tout, et ils ne n'ont jamais parlé des pyramides, comme s'ils les avaient jamais vues. Jamais ils n'ont dessiné, mis sur un hiéroglyphe, ou jamais Comment on peut l'expliquer? Il n'y a pas d'explication. Jamais ils n'ont parlé de pyramides, comme si ils les avaient jamais vus, comme si quelqu'un venait à Paris, disait, la Tour Eiffel, j'ai pas vu la Tour Eiffel. Mais alors, où est-ce que les Égyptiens étaient implantés du coup alors? Mais ils étaient implantés partout. Mais est-ce qu'ils étaient implantés là où il y avait les pyramides? Il y a 130 pyramides en Égypte. Oui. Voilà. Donc il y a 7 grandes. S'ils sont dans ces coins-là, ils peuvent pas les louper. Ils peuvent pas louper. Ils sont au bord du Nil où c'est vivable. Et pourquoi ils n'en parlent pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est des mystères. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des papyrus sur tout, le nombre de bestiaux, le nombre, comment faire ceci, comment faire cela. Sur les pyramides, rien. Pas des C'est-à-dire que ça correspond effectivement, clairement, c'est ce que tu disais, en fait. Ils sont arrivés là, c'était déjà là. Bon, très bien, point. Ou c'était enseveli, parce que le sphinx, qu'on l'a trouvé, il était enseveli. Oui. Il y a plein de... Tiens, comment ça? Dites-moi, comment ça c'était enseveli? C'est-à-dire que le sphinx,
on l'a trouvé quand? Au 19e siècle, quoi, c'est ça, dans ces zones-là, à l'époque Napoléon, un peu avant. Voilà. C'est-à-dire que lorsque, à l'époque Napoléon, les Européens vont en Égypte, si c'est en celui, ça veut dire ils ont, je sais pas moi, ils ont gratté. Il y avait la tête qui dépassait, mais le sphinx, si on arrête d'enlever de sable, aujourd'hui, si les Égyptiens arrêtent au bout de 4-5 ans, on le voit plus, le sphinx. Hein. Parce qu'avec les tempêtes de sable, plein de fois, il a été désenseveli hein, dans l'histoire. Hein. Donc on a des écrits là-dessus. Donc ça voudrait dire que les pyramides étaient sous les pieds des Égyptiens. C'est une hypothèse. Pourquoi ils en ont pas parlé? Ou ils ont pas vu, ou c'était sacré et ils voulaient pas en parler. Mais il y a bien une raison pourquoi on ne parle pas de ce qu'il y a de plus visible. C'est fou quand même ça. Mais d'ailleurs, ce qui est impressionnant, mais même le Machu Picchu, par exemple, on l'a découvert qu'au 19e siècle. On sait que dans les jungles du Guatemala, du Nicaragua, du Honduras, de l'Amérique centrale, il y a forcément encore des constructions qui n'ont pas été découvertes. Et pire que ça, c'est que on a des pyramides qui ont été cachées exprès avec de la terre. On a Göbekli Tepe, Oui. qui est un. C'est où ça? Göbekli Tepe, c'est en Turquie. Oui. C'est le plus emblématique des lieux parce que c'est le lieu pour les archéologues qui est le plus vieux. Eh bien, on l'a retrouvé sous des milliers de tonnes de gravats, c'est-à-dire qu'il a été caché par des milliers et des milliers de tonnes de gravats. Qui l'a caché? C'est-à-dire l'être humain l'a caché ou ça s'est fait naturellement? Ah non, c'est pas fait naturellement. C'est l'être humain qui l'a caché. C'était fait prémédité. Mais moi, il y a quelque chose, je vous pose la question, c'est comment se fait-il que la construction de pyramides, on a pu retrouver dans des endroits où théoriquement, les gens ne pouvaient pas se croiser les uns les autres. Chez les Incas, c'est pas vraiment des pyramides, mais bon, ça y ressemble un peu quand même. Leur temple, bon, en Égypte, là, tu m'as dit, là, vous m'avez dit là, en Turquie, et dans d'autres endroits du globe, il y a ce type de... En Chine. Mais tout. Les dolmens, par exemple. On parle de la Bretagne avec les dolmens. Mais l'endroit où il y a le plus de dolmens dans le monde, c'est en Corée. C'est pas en Bretagne, c'est en France. Comment on explique fait que... Est-ce que ça veut dire que ce sont des gens qui se sont rencontrés, malgré tout? Alors, il faut savoir que si on parle de menhir, c'est une pierre verticale qu'on pose. N'importe qui peut avoir l'idée de relever une pierre dans un champ. Bon, ça peut se trouver dans tous les pays du monde. Mais un dolmen, il faut avoir l'idée de prendre des pierres, les mettre verticales, en reposer de 30 et 40 tonnes dessus sans que ça s'écroule. C'est à partir du moment où tous les gens étaient là, c'est assez dingue. Et il y en a des beaucoup plus gros, hein, comme la Rochefoucauld. Tu habites à côté de la Rochefoucauld. Voilà. Tu peux nous montrer, Stéphane, la Rochefoucauld, s'il te plaît? Qu'est-ce qui peut avoir il va trouver. Donc c'est aberrant que dans tous les endroits du monde, on a eu l'idée de faire des dolmens. Ah oui, mais oui, justement. C'est comme la croyance dans des dieux, dans des esprits. Je veux dire, partout dans le monde, l'homme a cru. Mais non, mais croire, c'est facile. Non, mais oui, mais d'accord, mais il n'était pas obligé de croire dans une force supérieure. Un homme, je sais pas moi, un homme qui était, je sais pas moi, à Tombouctou, ou un autre qui se trouvait, on va dire, à Pékin, ils sont pas obligés de croire qu'il y a une force supérieure au-dessus de lui. Mais il y a pas d'effort à faire pour croire. Là, il y a beaucoup d'efforts. Là, quand tu vois la Rochefoucauld, mais on a l'impression que l'être humain a des particularismes et des points communs sur des choses, quoi, en fait. Exactement. Et ce qu'il faut quand même, il faut quand même comprendre, c'est comme une cathédrale, il faut avoir un sens. Personne n'est capable de faire des choses s'il n'y a pas de sens à l'effort. Moi, je fais de la musique, je fais de la guitare, par exemple. Tu peux me demander de jouer de la guitare pendant 3 heures, il n'y a pas de souci. Tu m'enlèves les cordes de guitare et tu me demandes de faire le même mouvement pendant 10 minutes, j'ai mal au bras, parce que j'ai plus de sens à l'instrument. Et si tu fais une cathédrale, si tu fais un dolmen, eh bien, s'il n'y a pas de sens, tu ne le fais pas. Et donc, il y a un sens à tout ça. Il y a un sens, il faut le comprendre. Mais tu vois, par exemple, à La Rochefoucauld, les blocs les plus lourds font 20 tonnes. Non, plus. 40 le plus lourd fait 60 tonnes. 60 ce qu'on appelle la Madeleine. 60 la Madeleine, c'est ce qu'on appelle 60 tonnes. Donc, 60 tonnes, comment ont-ils pu transporter des blocs de 60 tonnes? Alors, en Égypte, on a 1500 tonnes avec les mêmes noms. Alors, du coup... les pierres de Baalbek, c'est 1500 au Liban. Mais du coup, le livre, les implantations, ça veut dire que derrière, il y a quand même des hypothèses. Ouais. Mais l'hypothèse, aujourd'hui, la plus crédible, pour que aussi les gens l'achètent et le lisent, mais l'hypothèse aujourd'hui la plus crédible, qu'est-ce que ce serait? Alors, ça sera peut-être dans un deuxième livre. Aujourd'hui, c'était important
d'araser tout le discours égyptologique. D'accord. Ça, c'était important pour repartir à zéro. On peut pas repartir à zéro, c'est comme une maison, si on n'a pas tout arasé. Et le but, d'abord, c'est d'araser tout ça. Et après, de parler de l'implantation des pyramides, c'est-à-dire le plan d'ensemble. Donc là, j'ai détaillé tout le plan d'ensemble. Je suis très exhaustif. Alors, on va en parler dans une seconde partie, mais avant ça, les petites annonces. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle, la seule lecture rentable. Merci à vous d'être si nombreux comme tous les soirs. N'oubliez pas, adhérer au Club Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous aurez 7 jours d'essai gratuits. N'oubliez pas non plus les néoconservateurs de Laurent Ozon, une élite impériale aux éditions Géopolitique Profonde, pareil, en description. Donc voilà, on arrive sur cette seconde partie. On va continuer à parler des pyramides, des dolmens, des menhirs, voilà, de ces mystères. C'est des vrais mystères pour le coup. Et donc du coup, voilà, vous disiez que il y a l'implantation, ok, mais le mystère, c'est qu'on ne saura peut-être jamais pourquoi, Alors, qui. Je dis qu'on saura. Parce que j'ai décrypté donc un code dans les pyramides. J'ai repris toutes les dimensions des pyramides que j'ai reproduit par rapport à des indices qui m'étaient donnés. Parce que c'est un jeu de pistes. Hein. Ce que j'ai fait, ce n'est pas des mesures bêtes. C'est que j'ai fait un jeu de pistes. J'ai compris que les constructeurs, les bâtisseurs avaient mis des codes. Et il fallait trouver des longueurs. C'est un jeu extraordinaire. Et à la fin, j'ai pris tout ça. Et j'ai reproduit les pyramides en 2D avec un coefficient de 4, en gros, et je les ai reproduits au sol. Et par hasard, j'ai 3 diagonales qui se croisent. Et c'est statistiquement, il n'y a aucune possibilité de faire ce que j'ai fait. Eh bien, je suis persuadé que ce point qui est au nord-est de la pyramide de Khéops est l'entrée des souterrains. Et donc, si on creuse en gros à 6-8 mètres ici, à cet endroit-là, il y aurait, à mon avis, une trappe ou quelque chose. Et si on va là, on a un grand, a priori, donc ça c'est les versions que j'ai eues par des gens qui sont au pendule, qui ont travaillé après là-dessus. Les 3 personnes ont dit la même chose. Il y a un grand couloir, et là on aurait des archives de l'humanité. Des archives de l'humanité. Voilà. Et donc, du coup, on saurait dans le livre, pourquoi, on aurait toutes les questions que nous, on se pose. Je pense que oui. Je pense que, donc, dans le livre, je montre exactement où est le point. Si un jour quelqu'un veut aller creuser, les archéologues, les égyptologues. On peut le creuser individuellement ou il faut des matériels? Non, on peut pas aller avec une brouette qu'on va acheter chez Leroy Merlin demain et. Non, il faut aller avec du matériel. Hein. Voilà. Mais il faut des autorisations. Est-ce qu'on a aujourd'hui la technologie pour le faire? Ah non, mais il n'y a pas de souci. Et pourquoi on le fait pas? Parce que c'est moi qui envisage qu'à cet endroit-là, il y a le passage. Mais j'imagine que d'autres aussi ont dû envisager, parce qu'il y a beaucoup... Moi, je vois, par exemple... Non, mais envisager, c'est pas le problème. Oui, après, pour trouver le point précis... Mais, parce que moi, je vais vous dire. Moi, je vois, sur la chaîne 23, beaucoup de la TNT, je vois que les Américains, en tout cas, sur ces questions-là, ils se posent énormément de questions, parce qu'ils en font beaucoup. J'ai même entendu dire que peut-être que les pyramides, en fait, c'était une espèce qui n'était pas terrienne, qui serait venue et qui aurait construit ça en forme de message, ou peut-être une forme de satellite, ou j'en sais rien. En tout cas, eux se posent des questions dans des chaînes de masse, en prime time, etc. Alors que nous, évidemment, avec notre... côté cartésien, machin, on va dire, ah non, mais c'est pas possible, vous êtes des fous. C'est pas des cartésiens, moi. Je suis beaucoup plus cartésien que n'importe quel archéologue. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ouais. Bon. Et donc, à chaque fois, soit on méprise, soit on en rigole, machin. Pourtant, les Américains, eux, n'en rigolent pas et trouvent ça sérieux. Est-ce que les Américains, peut-être, ont idée aussi de faire, de creuser un de ces 4 et de faire ce que vous préconisez? On prend par exemple Hancock, qui a soulevé des choses aussi extraordinaires aux États-Unis, qui est un Américain, sur son propre pays, il est à des endroits où il n'a pas le droit d'aller. Donc aux États-Unis, c'est pareil. Il a trouvé des choses, on lui a interdit d'aller parce qu'il a émis des hypothèses différentes de l'archéologie. C'est-à-dire que effectivement, les Américains ont des moyens pour aller ailleurs. Par exemple, à un moment, Thierry Jamin, justement, il avait dit Machu Picchu, il y a un endroit où il y a un tombeau derrière.
Et effectivement, ce sont les Américains qui ont financé les opérations, mais ils financent les opérations à condition que ce soit pas sur le sol américain, parce qu'en fait, tout ce qui montrerait que ce n'est pas Christophe Colomb, on revient au début de l'émission, que Christophe Colomb n'est pas le découvreur de l'Amérique, ça aurait des conséquences telles que, de toute façon, on ne peut pas avancer. Et d'ailleurs, dans les cartes, il y a notamment une carte qui a appartenu à Marco Polo, donc c'est le XIIIe siècle, qui est aujourd'hui conservée à la bibliothèque du Congrès. Et comme j'avais lu des textes très anciens, etc., je sais qu'avec cette carte, il y a des documents de l'époque, et notamment une lettre de sa fille, qui dit qu'il a embarqué sur le bateau d'un marchand, aujourd'hui qui serait d'un marchand arabe, enfin ce serait la Syrie, qu'ils ont traversé le Grand Golfe, donc en fait qu'ils ont traversé le Pacifique, et je reviendrai après là-dessus. Et donc, ils sont allés de l'autre côté. Et quand on voit la carte de Marco Polo, je ne sais pas si tu peux la montrer, Alors, Stéphane. c'est la carte de quelle année? Celle-là? Non, ça c'est la carte viking. Ah ben la voilà. Alors, là, il faudra un peu l'agrandir. Et donc, par exemple, sur cette carte, alors là, on ne le voit pas parce que ça n'est pas assez grossi, mais il a dessiné, le cartographe a dessiné les îles Aléoutiennes. Les îles Aléoutiennes, c'est donc au sud de l'Alaska. C'est un chapelet d'îles en demi-cercle qui fait 1000 km. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Et puis d'ailleurs, franchement, quand on dit, quand les égyptologues, les archéologues, etc. nous disent, oui, mais il faut traverser le Pacifique, c'est pas possible, c'est faux. Il y a qu'à regarder une carte. Et quand on est, par exemple, en Corée, en Chine ou au Japon, il suffit de remonter le long des terres, de traverser le détroit de Bering qui fait 200 km. Donc c'est pas grand-chose pour la marine depuis longtemps. Et on est de l'autre côté, on est en Alaska. On n'a pas besoin de traverser le Pacifique. Enfin, Concrètement, c'est beaucoup plus facile de naviguer sur la mer que de remonter le Nil. Oui. Parce qu'il n'y a pas de courant, c'est tout plat. Oui. Tu mets une bouteille, elle va traverser. Mais le Nil, il se jette bien dans la Oui, mais Oui. c'est beaucoup plus facile pour un navigateur d'être sur une mer et de se laisser aller avec le vent et d'aller de l'autre côté, comme une bouteille, que sur le monter le Nil. Il faut de la technicité au niveau de la navigation, puisqu'il faut remonter, tirer des bords, il y a les courants, il y a les alluvions, il y a les cailloux, il y a plein de choses. Et donc si on est capable, on a des archéologues qui nous disent on n'est pas capable de traverser un océan et qui nous disent qu'on est capable de remonter le Nil. Eh bien, n'importe quel navigateur vous dira je préfère traverser avec une petite barcasse ou un radeau le Pacifique que de remonter le Nil. Moi, j'ai mon copain, ami que tu connais bien, qui est Rémi Bricard. Il a traversé l'Atlantique en marchant sur l'eau avec des skis, sans nourriture. Il a fait 6000 km. Il a fait 6000 km, il a mis des skis et il a marché sur l'eau en tirant une nacelle. Et il l'a fait pour le Pacifique aussi. Nos abonnés de Novimondi.tv, d'ailleurs, nous sommes allés le voir, nous sommes allés l'interviewer, parce que ce qu'il a fait... C'est un homme orchestre. Tu connais peut-être Rémi Bricard? L'homme orchestre. Il a traversé l'Atlantique sans assistance, sans eau. D'accord. Et En marchant sur l'eau. oui, c'est le sujet sur Novimondi.tv. Et donc, en fait, on n'a même pas besoin... Quand on est en Asie, on a... On va montrer la photo. Oui, je vois qui c'est. Bien sûr. Ah, puis en plus, c'est un homme adorable. Enfin, Et donc, Voilà. Donc Rémi a marché sur l'eau. Oui, il a marché sur l'eau. Il a traversé l'Atlantique. Et tiré une nacelle. Il n'a jamais fait de dedans. bateau. Et jamais fait de bateau de sa vie. Oui. Donc en fait, et puis on l'a vu. Mais d'ailleurs, revenons un peu sur l'histoire. Bon, on sait que Alain Bombard a traversé l'Atlantique, mais au VIe siècle, il y a un moine irlandais qui s'appelle, qui a été béatifié ensuite, même canonisé, qui s'appelle Saint Brandan de Conflert. Donc, on est au VIe siècle après Jésus-Christ. Il est réputé pour avoir fait 2 voyages sur l'Atlantique, et il dit être arrivé sur des terres qui ressemblaient au paradis. Et c'est vrai que quand on lit les descriptions qu'il fait, ça ressemble un petit peu aux Antilles. Et d'ailleurs, si je parle des Antilles, ça n'est pas pour rien, c'est que, encore une fois, longtemps avant Christophe Colomb, il y a des cartes sur lesquelles, notamment ce qui s'appelle les portulons, qui sont à Paris, qu'on trouve à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, qui a une des plus grosses collections de portulans. Les portulans sont des cartes marines.
il y a au moins une vingtaine de cartes sur lesquelles il y a le mot Antilles. Donc des îles qui sont loin dans l'océan. Il y a à peu près une vingtaine de cartes sur lesquelles est marqué le mot Brésil ou Brasil ou Brasil. Et sont des cartes qui ont parfois 100 ans ou 150 ans avant Christophe Mais Colomb. est-ce que ça veut dire que ce qu'on a expliqué, la science, avec les Homo sapiens, habilis, erectus, australopithèque, machin, est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh ben, il y a des personnes qui disent que c'est pas les premiers hommes, mais c'est les derniers hommes qui sont restés après un cataclysme. C'est les survivants d'un cataclysme plus que les premiers hommes. Après, j'ai pas travaillé là-dessus, mais c'est des hypothèses qu'ont certains chercheurs indépendants. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'avais lu une étude, ils avaient travaillé sur quelque chose qui s'appelle la gène bank, 2 scientifiques. D'ailleurs, ils ont été un peu surpris par leur découverte. Donc, ils ont travaillé sur 5 millions d'échantillons génétiques de toutes espèces. Et en fait, ils ont constaté que quasiment toutes les espèces, à 99%, sont apparues il y a moins de 200 000 ans. Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant? Donc là, je parle des animaux et donc des êtres humains. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Parce qu'on dit qu'il y a eu 5 extinctions. Oui, bien sûr. Voilà, depuis que la Terre existe. Oui. Mais est-ce que dans les 5 extinctions, il y a eu trace d'humanité? Pour le coup, ça, la science dit que non. Ah ben, c'est impossible, parce qu'il y en a une qui s'est produite à peu près il y a 250 millions d'années. Et la dernière s'est produite... C'est avec les dinosaures, c'est 5 millions d'années. Non, c'est plus ancien encore. Encore? C'est je me souviens plus, mais c'est autour d'il y a à peu près 250 millions d'années. Alors c'est peut-être un peu plus, parce qu'effectivement, on est à 10 millions près. Donc là, on estime qu'il y a 95% des espèces qui ont disparu. Évidemment, ça ne peut pas être la faute de l'homme, mais même la dernière qu'on estime à peu près... Oui, mais est-ce qu'il y avait l'homme à cette époque? Eh bien... Est-ce qu'une forme d'être humain, on va dire... une forme de civilisation. Voilà, une forme d'être humain, civilisation, que sais-je, a existé lors de ces extinctions d'espèces, à ces époques-là. Alors, donc là, nous allons marcher sur des œufs. Bah oui, mais marchons, on est là. Oui, ça, mais hein. tu vas voir pourquoi je dis ça. Il existe dans parce que alors, pourquoi? Parce qu'en fait, si on ne croit pas au darwinisme, ce qui est mon cas, alors forcément, on est créationniste, c'est-à-dire on a été créé par Dieu, comme s'il n'y avait pas d'autres options possibles. Et il y a un musée dans le sud des États-Unis, je me souviens plus dans quel, en Arizona, au Colorado, enfin quelque chose, au Nouveau-Mexique. Ils ont trouvé c'est très étonnant, un fossile. Donc on voit une semelle, c'est du 37, donc c'est pas quelqu'un de très grand, qui écrase un trilobite. Or, le C'est quoi un trilobite? mais justement, c'est une sorte de mollusque qui a disparu il y a 300 millions d'années. Donc, qui s'amusait ou pas à marcher sur des trilobites il y a 300 millions d'années, on ne sait pas, mais en apparence, il y a 300 millions, il y avait déjà des semelles. Alors après, on peut dire oui, mais c'est une erreur d'interprétation, les calculs et machin. Tout à fait possible. Je veux dire, là-dessus. Mais il y a suffisamment d'artefacts sur Terre. Les pierres d'Ica. Les pierres d'Ica. C'est quoi? Alors les pierres d'Ica, c'est qu'on a retrouvé, quelqu'un a retrouvé au Pérou. Oui. Des pierres avec des dinosaures et Gravées. Quelqu'un qui pouvait pas connaître tout ça. Donc au début, il a avoué et a priori, il y a eu beaucoup de pression sur lui et après, il a dit que c'est lui qui avait dessiné. Mais il y en a des milliers et des milliers et c'est impossible techniquement qu'il ait pu faire ça. C'est ça. Alors, on va les montrer, voilà. Nous, moi, j'avais demandé. Et ça date de quand? Bon, c'est pas. Là, on peut pas dater. C'est impossible. En tout cas, ça date on peut pas dater la pierre. On ne peut dater que la matière organique. C'est pour ça qu'on peut pas dater les pyramides. Et moi, j'en avais une, justement, j'en avais obtenu une pour faire des analyses, et en fait, on pouvait rien en faire. Mais des artefacts, il y en a plein. Je veux dire, c'est au Gabon, j'ai oublié le nom de cette mine. Il y a une société qui exploitait de l'uranium, et puis ils ont eu l'impression qu'il y avait déjà eu une partie de l'uranium qui avait été utilisée. Alors, ils ont fait venir des spécialistes en physique, notamment un prix Nobel de physique, qui a dit
que cet uranium avait été utilisé il y a 1,5 milliard d'années pendant 500 000 ans. Alors évidemment, si on dit, oula, ça a été utilisé, ça a été exploité il y a 1 milliard d'années, on rigole. Enfin, tu vois, c'est Maître Gims qui se retrouve la risée. Je veux dire, mais c'est pas très grave, en fait. Parce que on sait que ces artefacts existent. Il y en a en Chine, par exemple, le Qinghai, qui est une des provinces les plus hautes. Il y a des lacs à 3000 mètres et plus. Des tubes en métal ont été découverts. Les analyses montrent qu'ils ont plus de 300 000 ans. Et dedans, il y a 8% de matière dont on ne sait pas ce que c'est. Et la science nous explique que oui, mais non, c'est très facilement explicable. Il y a eu du réchauffement climatique, puis ça s'est refroidi, puis ça s'est réchauffé, puis et voilà. Et ça a donné des tubes dont 8% de la matière, on ne sait pas à quoi ça correspond. Tout est à charge aujourd'hui. En fait, dès que tu trouves, par exemple, tu vois, dès que par exemple, on ne te laissera pas trouver des géants. Ça, c'est pas possible. Tu n'auras pas les autorisations, parce qu'en fait, où que tu veuilles fouiller, il faut demander des autorisations. Je disais, là, Don Carmen, on en avait discuté, il avait un de ses amis qui sait où des géants sont enterrés au Mexique. C'est impossible de le faire. Parce que ça remettrait tellement de choses en cause, notre compréhension c'est-à-dire que, je veux dire, même ceux qui, tout d'un coup, qui découvriraient ça tout d'un coup, forcément se poseraient des questions. Ah bon, mais il y a eu des êtres humains qui mesuraient 4 mètres. Mais alors, ce qui est important, je te coupe, ce qui est important, c'est que ça remet en cause toutes les religions aussi. Et si à partir du moment où on parle de civilisations qui ont disparu, eh bien, pour les gens, les croyants, ça remet tout en cause. Parce qu'il y a la foi, puis il y a la religion. Et je pense qu'il y a beaucoup de religions qui sont politiques. Hein. C'est souvent des mouvements politiques, la religion, pour tenir les gens. Et qui vont être obligés de s'écrouler, parce que si on amène des preuves qu'il y a des civilisations qui ont disparu, ça change tout. Ça change toute l'histoire. oui, mais civilisations, on parle souvent de civilisations qui ont disparu, mais je sais pas moi, dans des coins exotiques, on va dire. Mais en Europe, est-ce qu'il y a eu des civilisations disparues ? Est-ce que peut-être il y aurait eu des géants en Europe ? Aujourd'hui, si on prend un dolmen, personne n'est capable de refaire un dolmen. La rechauffée, 60 tonnes. Voilà, on a à côté de chez moi, il y a un menhir qui fait 140 tonnes. Essayer de relever une pierre de 9,30 m, c'est impossible. Personne n'est capable de faire ça. Même aujourd'hui, avec, je sais pas moi, les camions qu'on a et tout, on ne pourra pas le faire. Ah un dolmen comme la Rechauffée, alors quand on le voit comme, je sais pas si on peut le remettre, le dolmen de la Rechauffée, il a une très particularité, c'est que les pierres ne sont pas verticales, elles sont un peu en biais comme ça, côté gauche. Donc voilà, comme ça, ouais. Côté gauche, elles sont en biais. C'est-à-dire que les pierres qui sont dessus, au lieu d'appuyer comme ça, elles appuient en poussant ce qu'on appelle les orthostats, les pierres verticales, vers le bas. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on a été obligé de calculer l'angle pour pas que ça s'écroule. Parce que plus c'est en biais, plus ça a tendance à appuyer vers le bas. Et là, tout le côté gauche, eh bien, c'est en limite de rupture. Si on fait un petit calcul, on bouge des pierres de 2 degrés et tout s'écroule. Et là, ça fait des milliers d'années que c'est là, sans s'écrouler. C'est-à-dire que est-ce que nos ancêtres... c'est de la folie. Aujourd'hui, on sait pas, on saurait pas faire ça. Est-ce que aujourd'hui on saurait pas faire ça ? Ah non. Et nos ancêtres, les Gaulois, comme on dit, ils ne sauraient pas non plus. Ce qu'on appelle les Gaulois. Non, mais c'est-à-dire que voilà, il y a une civilisation, tout ça, quoi. Aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, parce qu'il faut savoir aussi que tous ces sites sont reliés sur la Terre, soit par le nombre d'or, soit on a des aliments exceptionnels. Je peux pas dire là, j'en ai pour 2 heures, mais mais 5 minutes même. Reliés comment ? Par rapport aux pyramides. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'équateur penché. On a 4 sites alignés sur un même équateur. On va avoir l'île de Pâques, on va voir le Machu Picchu, on va voir les pyramides d'Égypte et le temple d'Angkor. Eh bien, grâce au Mont Saint-Michel, je peux positionner, grâce à 3 Monts Saint-Michel, Mont Saint-Michel en Angleterre, Mont Saint-Michel et le Mont Saint-Michel en Bretagne, qui est le Saint-Michel de Carnac, je peux positionner le temple d'Angkor, le temple, les pyramides d'Égypte, l'île de Pâques,
et le Machu Picchu. Alors que théoriquement, tous ces gens ne se sont pas vus. À 100% de précision. Alors que théoriquement, tous ces gens-là ne se sont pas vus. Non. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que la Terre, c'est un être vivant, à mon avis, avec des points d'acupuncture, ce qu'on retrouve bien sûr en géobiologie avec les lignes de lait, et les réseaux, etc. Et on a réussi à mettre tous ces emplacements parce que Machu Picchu, pourquoi s'embêter à mettre un truc dans une montagne alors qu'on peut le mettre au sol? À partir du moment où c'est facile à faire quelque chose, on fait rien. Et on le fait à partir du moment où c'est compliqué, dans le désert, dans l'eau de montagne, ou loin des carrières. Pourquoi? Parce qu'il y a des points sur la Terre où il faut mettre des objets. Alors moi, ce qui m'intéresse dans d'autres choses que je fais, c'est pas les menhirs, les dolmens qui sont là, c'est les points où on a posé ces choses-là. Voilà. À quoi correspondent ces points? Pourquoi il faut les mettre? Il faut utiliser ces points-là. Ça apporte peut-être quelque chose, sûrement. Ah Alors, oui, ça je peux en Vas-y. parler. Pardon. Comme tu sais, effectivement, ça fait plus de 20 ans que je filme des récoltes extraordinaires. Et je me souviens, j'étais en Picardie, où on avait fait des expériences vraiment très intéressantes sur l'eau, sur les plantes, etc., etc. Et en Picardie, donc, c'est vraiment, tu sais, c'est essentiellement de la monoculture, enfin, soit de la betterave, soit de la pomme de terre pour générer de l'amidon. Donc, c'est de l'agriculture vraiment industrielle, avec des champs qui font 10 hectares. Enfin, c'est très grand. Et un endroit, c'était très étrange, donc c'est plat. Et à la croisée de 4 champs, il y avait un bénitier. Et on se demandait légitimement, mais qui a mis et pourquoi y a-t-il un bénitier à cet endroit alors qu'il n'y a pas de chapelle, il n'y a rien. Et finalement, un des agriculteurs l'a enlevé et je sais qu'au moins 2 d'entre eux ont eu sont morts de maladies foudroyantes dans les 6 mois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement ce que disait Eric, on sait qu'il y a des endroits sur la Terre dont l'énergie est trop puissante pour nous ou même pour les plantes. Justement, mon ami Bernard en Picardie, à un moment, ils avaient été appelés pour une cerisier parce que ils perdaient 15% des arbres chaque année. Donc, ça veut dire qu'au bout de 6 ans, tu n'as plus d'arbres. Donc, l'INRA est passé, a dit, ah oui, il y a un parasite, il y a un machin, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on sait pas. Eux, ils y sont allés. Et en fait, ils ont mesuré l'énergie du lieu. Et l'énergie du lieu, donc, il y avait une conjonction réseau Hartmann, réseau Curie, enfin, je rentre pas dans les détails, et de cours d'eau souterrains, qui produisaient une énergie trop puissante, ce qui fait que les arbres, les cerisiers ne pouvaient pas résister, donc du coup ils étaient fragilisés, et en étant fragilisés, ils étaient attaquables par des parasites, des champignons, et voilà. Et d'ailleurs, il y a des lieux, justement on a mis des sujets comme ça sur novimondi.tv, il y a par exemple un bébé qui pleure toutes les nuits, il se peut qu'il soit sur une faille. Et si on décale le berceau parfois de 30 cm, de 50 cm, justement on a Sébastien qui nous en parle, c'était un bébé qui pleurait toutes les nuits, donc évidemment il y avait plus de solution. Ils ont décalé, lui il a mesuré l'énergie du lieu, il a dit il faut décaler le berceau de 30 cm. Parce que je vais me lâcher après. Vas-y. Ils l'ont décalé de 30 cm et le bébé s'est mis à dormir. C'est-à-dire que, mais c'est pareil pour les animaux. Enfin, il y a des endroits sur la Terre et nous avons perdu cette connaissance. Et c'est une connaissance sacrée. Enfin, quand on parle de géométrie sacrée, nos ancêtres, et moi je trouve ça magnifique, et ça nous fait rêver, et je trouve ça devrait nous faire rêver, et encore une fois merci pour cette émission, de savoir qu'on a eu des ancêtres extraordinaires, et que il nous appartient finalement de remonter sur leurs pas. Alors c'est beau, ça va se lâcher, là. Je vais me lâcher. Alors ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que moi, je travaille aussi sur... Là, c'est hyper rationnel, les pyramides, mais j'aime bien aussi ce qui est délirant, mais ce qui marche avec les chiffres. On a un chiffre qui est l'inverse du nombre d'or, qui est 618. Hein, donc les gens regardons ce que c'est que le nombre d'or. Un 618, son nombre d'or 618. On le trouve partout. Par exemple, on a sur la place de la Concorde un obélisque. Et George Washington a fait aussi un obélisque à Washington. La distance entre les deux obélisques, exactement 6180 km.
comment se fait qu'à 100% de précision, on était capable de mettre l'inverse du nombre d'or entre les deux obélisques 618. On prend l'apparition de la Vierge de la Salette. La Vierge de la Salette représente le côté spiritualité. Elle est opposée à la finance. Si on prend la distance entre le bureau de Christine Lagarde à la BCE et la Vierge de la Salette, on a 618 km. Si on prend la Vierge de la Salette, qu'on la relie à la Banque du Vatican, qui a un triste, qui a fait des choses pas très claires pendant Hitler, on a toujours 618 km. Si on prend le Louvre par rapport à la grotte de Lourdes, on a 666 km. Et si on peut trouver, et on peut transformer... 666. Oui, bien sûr. Et si on peut transformer Lourdes en Louvre, parce que le V, ça peut être le V de Vierge, et le D de démon en Lourdes, et on peut transformer Lourdes en Lourdes, Louvre en Lourdes, avec 666 km. Mais c'est pas tout. C'est qu'il y a une autre pyramide qu'on peut appeler maçonnique, qui est la pyramide de la Cour suprême d'Israël, donc à Jérusalem. Si on prend la pyramide qui a été faite par Rothschild, qui est la pyramide de la Cour suprême, si on la relie à la grotte de Lourdes, 3333 km, aller-retour, 6666. Donc la grotte de Lourdes, elle est coincée entre la pyramide du Louvre à 666 km et 6166 km 66. Tous les gens peuvent vérifier. Hein, voilà, ce que je dis, c'est vérifiable. Donc, et on a des choses comme ça aberrantes. Et donc moi, je m'amuse avec ça. Donc, je peux pas détailler ici, mais on a une ligne de temps sur la France qui est assez. Bah, si, on m'entend là. Là, t'es trop loin. C'est pas évident voilà. On a une ligne qui part de Nazca. Nazca, c'est des lignes qui a au Pérou. Voilà. Et on a ce qu'on appelle l'astronaute de Nazca. C'est un astronaute qui est gravé, qui est gravé dans la pierre. Donc, on sait pas ce que c'est que cet astronaute. Et si on part du nombril de l'astronaute, c'est très précis. Et qu'on trace une ligne qui traverse toute la France, on va avoir la période mégalithique de la France. On va passer sur des sites on va passer sur le cairn de Sarzeau, qui est mégalithique. On va passer sur des... Ça, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Voilà. Si on part de nombril, pour faire une ligne qui fait, de mémoire, c'est 40 degrés en plus l'angle, c'est assez précis, 40 degrés, eh bien on va passer sur l'époque d'abord mégalithique de la France. On va passer sur le cairn de Sarzeau, les alignements à côté de Redon, j'ai un petit trou de mémoire, et après on va passer sur la Rechauffée. Ça, c'est pas de mégalithique. Après, la ligne qui va continuer, elle va passer sur Versailles, donc l'époque monarchique, le Louvre et Reims, cathédrale de Reims. Et là, elle va passer sur une ville qui s'appelle Montmerdy de mémoire. Et cette ville, c'est là que devait aller Louis XVI au lieu d'aller à la Varenne. C'est-à-dire que Louis XVI a quitté cette droite. Il a bifurqué, il est allé à Varennes où il a été arrêté. Et peut-être que s'il avait justement été à Montmerdy et était resté sur cette ligne de temps, eh bien, il n'aurait pas été arrêté. Et après, on arrive sur Trèves, où Napoléon a détruit une église pour faire ce qu'on appelle la Porte Noire. En Allemagne. En Allemagne. Et on finit sur la BCE, qui est la destruction de la France, avec cette ligne. Donc on part de mégalithique, et on a la fin avec l'Union européenne, et la destruction de la France à Francfort. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là, ils ont mis la BCE, qui a détruit le franc, sur une ville qui s'appelle Francfort. C'est quand même fabuleux. C'est vrai en plus. Oui. J'avais fait gaffe. C'est quand même fabuleux. Et donc, on est plusieurs à travailler là-dessus, et tout est cohérent. J'ai toute une conférence de 2 heures sur la mondialisation. Comment on peut relier des lignes sur la Terre avec on a un fabuleux triangle de Jeanne d'Arc aussi qui est fabuleux. Si on relie, par exemple, les 3 cathédrales qui représentent Jeanne d'Arc, Orléans, Reims et Rouen, on a un triangle isocèle. Et ça va se croiser à Paris, sur une rue qui s'appelle la rue Bergère. C'est quand même pas mal pour Jeanne d'Arc. Et si on prolonge l'axe Rouen-Orléans, on arrive sur la City de Londres, qui est la finance encore. Donc on a toujours la relation sacrée avec la finance. Et si on prolonge de Reims-Orléans, on finit sur Lisbonne, traité de Lisbonne. C'est vrai en plus. Oui. Et ça, c'est du quasiment 100% de précision à chaque fois. Donc, on arrive à trouver une relation entre le sacré et la finance, dans la mondialisation et le sacré, sur la France. Sur la France, mais donc on travaille surtout avec Mathieu Lavaux, on trouve des choses extraordinaires. Donc, on ne tire pas de conclusion, mais quand on commence à tracer, et j'encourage les gens à aller sur Google Earth, par exemple, et de tracer tout ce que j'ai dit, vous allez voir que ça marche. Ce 618, on l'a partout, ce 666, on l'a partout. Et on a toujours ce combat du bien et du mal grâce à ce qu'on appelle la géométrie sacrée. C'est dingue ça.
Mais, et en plus, il y en Je a... me suis lâché. Bah, il fallait se lâcher, il fallait, hein, très bien. Merci. En fait, il y en a partout, et c'est très étonnant, il y en a partout. Et c'est-à-dire qu'effectivement, c'est très étonnant de trouver des droites qui relient, par exemple, le temple d'Angkor, donc au Cambodge, par rapport à l'Égypte, alors que manifestement, ça n'a pas été construit ni par les mêmes gens, ni à la même époque. Et en fait, finalement, ce qui serait très bien, c'est que la science comprenne qu'elle est loin, très très loin, d'avoir compris finalement comment fonctionne l'être vivant qui est la Terre, et même comment nous interagissons dessus. Et je le redis, ce qui est extraordinaire, c'est que même physiquement, il y a encore de nombreux lieux que nous n'avons pas découverts. Et qu'on peut découvrir. Pardon ? Qu'on peut découvrir. Et qu'on... Parce que moi je travaille aussi sur les menhirs, et j'ai vu qu'il y avait toujours des aliments, des triangulations avec les menhirs, et je me suis dit, à cet endroit-là, il doit y en avoir. Hein. Et je suis allé dans un champ où personne, qui était dans un petit bois, et il y avait bien un menhir, parce que j'avais compris la philosophie de construction de ces menhirs en Bretagne. Mais là, par exemple, un des prochains sujets que le sujet a été tourné, mais il n'est pas encore monté, c'est dans le Lot, il y a 500 dolmens, à peu près. 500 dolmens. Enfin, et donc, notre ami Christophe Soyer montre qu'il y a une correspondance entre le positionnement des menhirs et des dolmens et la carte du ciel, notamment la constellation d'Orion. Ben oui. Donc, qu'on retrouve sur l'art pariétal aussi dans les grottes de Lascaux, bien sûr. Bien sûr. Et donc, en fait, justement, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, et qui se sentent un peu pris dans cette, je pense notamment aux jeunes qui se sentent pris dans cette société qui ne leur correspond pas, mais découvrez, explorez. Le monde est extraordinaire. Enfin, On va reparler du 52-36 si tu veux bien. Oui, vas-y. Voilà. Oui. C'est qu'en Égypte, on a ce qu'on appelle la coudée royale, qui fait 52-36 cm. Oui. Donc les archéologues disent, on a trouvé une coudée de 52-36. Mais ce chiffre-là, c'est complètement fabuleux, parce que si on prend un cercle de diamètre d'1 mètre, la circonférence c'est 3,14, c'est pi. Donc le rayon par 2 par pi. Et bien si on divise par 6, on obtient 6 fois 52-36. Si on prend un triangle de 1 par 2, l'hypoténuse c'est 2,36, la somme c'est 5,236. Si on prend une sphère de 1 mètre de diamètre, le volume c'est 52-36. Et ce chiffre-là, c'est fabuleux. Si on prend la distance entre la pyramide de Képhren, qui est la deuxième, au milieu, mais qui est pour moi la première, et on la relie à l'équateur, on a 3317,42 km. Eh bien, si on prend le diamètre de la Lune, le rayon de la Lune, 1737 km divisé par 52,36, on obtient 3317,42. C'est-à-dire qu'avec ce 52,36, on obtient plein de choses. La vitesse de la rotation de la Terre au niveau de Gizeh, elle fait 1447 km 20 en 1 heure. 1447,20 divisé par 2, ça fait 72,36. 72,36, c'est la racine carrée de 52,36. Donc les Égyptiens, ils ont pris un truc de 52,36 et ça correspond à la vitesse de la Terre où ils habitent, et ça correspond à toutes les formules géométriques possibles. C'est le chiffre le plus important en géométrie, c'est 52,36, et comme par hasard, c'est la longueur de la coudée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Égyptiens, la pyramide n'a pas été fabriquée en coudée, c'est que les Égyptiens, ils ont remesuré la pyramide, et ils ont calqué leur étalon par rapport à la pyramide. Ils ont utilisé cet outil-là? Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. On nous explique qu'on a fait des pyramides avec ça. Voilà, on n'a pas besoin de toutes ces croisations. C'est quoi ça exactement? C'est ce qu'on appelle la coudée. C'est ce qu'on appelle une coudée. C'est une mesure. C'est une mesure. C'est une règle. D'accord. Et donc ils auraient utilisé ça? Alors, ça c'est vrai? Ce serait vrai ou c'est pipeau? Alors pour moi, ça va faire des pyramides. Quand vous faites un bâtiment de 230 mètres de long, vous n'allez pas prendre une petite règle de 50 cm, vous allez prendre des décamètres, ou du moins l'équivalent du décamètre. Les Égyptiens ont mesuré la chambre du roi, qui fait 236,
Et ils ont tablé leur étalon par rapport à des choses existantes, mais pas l'inverse. Et pour moi, une règle comme ça, c'est pour faire des pyramides. Ça, c'est pour couper, par exemple, des vêtements. C'est une règle pour tailler, mesurer du poisson pour un marchand ou faire des plans. Mais on fait pas des pyramides avec ça. Surtout que les pyramides sont excessivement précises. Ah oui. Elles sont au millimètre. Mais Mais tout, d'ailleurs. c'est fabuleux. Par exemple, le diamètre de la Lune, c'est 2 fois 1737, je vais dire la rayon 1737, ça fait 3474 km. Eh bien, le parallèle qui passe exactement sur la pyramide de Képhren fait 34 740 km. Il fait exactement 10 fois le diamètre de la Lune. Précision 100%. Puisque moi, je travaille pas, en dessous de 99-98, je prends pas. Donc, tout ce que je fais sur le livre, tout ça, c'est dans le livre. Un truc complètement fabuleux. Je sais pas si les gens vont comprendre. Parce que j'ai pas le schéma, mais c'est dans le livre aussi, c'est complètement fou. Vous prenez la Terre. La Terre, elle fait 40 046 km de circonférence. Donc, je répète, 40 046 km de circonférence et 12 742 km de diamètre. Vous prenez cette circonférence de la Terre, vous mettez dans un carré. Eh bien, le carré va faire 4 fois le diamètre, donc 4 fois 12 742, ça va faire 50 968. Donc, j'ai mon circonférence 40 046, j'ai mon carré 50 968, je soustrais le carré au cercle, 50 968 moins 40 046, ça me donne 10 922. 10 922, c'est exactement la circonférence de la Lune, à 100%. C'est-à-dire que la Terre, le carré qui contient la Terre, contient la circonférence de la Terre et de la Lune. Mais si vous additionnez le diamètre de la Terre, 12 714 au pôle, et 3474, vous obtenez 16 180, c'est-à-dire le nombre d'or. Le diamètre de la Terre plus le diamètre de Lune fait le nombre d'or. Et on peut trouver aussi le diamètre du Soleil, en faisant de mémoire, c'est la circonférence de la Lune multipliée par le diamètre de la Terre. On voit que tout est mathématique dans l'univers. Qu'est-ce qu'on doit en conclure du coup? Eh bien que... Alors, tout était mathématique, on le prouve. Après, est-ce qu'il y a un créateur? Pour moi, il y a un créateur, parce que rien n'est, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est pas possible qu'il fasse tout ça. Ça peut pas être un Big Bang. Non. Ça peut pas être un Big Bang, Big Bang, et puis mathématique. Big Bang mathématique. Tout est, la position des étoiles est mathématique. Tout est mathématique. Mais tu vois, là, je vais pas aller trop loin, mais c'est fou. C'est fou. Et tout est factuel. Tout est factuel. Il y a pas de... Et d'ailleurs, quand la science joue son rôle, c'est-à-dire avec ses moyens, son ouverture, l'intelligence des scientifiques, c'est extraordinaire. Par exemple, je reviens sur Novimondi.tv, dans la collection Mystère, parce que évidemment nous adorons ces sujets-là. Faute de temps, on est loin d'avoir tout épuisé, mais nous avons fait un sujet, par exemple, qui montre, et ça sont les scientifiques, les archéologues chinois qui sont arrivés à cette conclusion. Tu sais, l'armée de terre cuite. Oui. De l'empereur Qin, ils ont trouvé de l'ADN européen dessus. De l'ADN européen. Or, l'armée de terre cuite, elle date à peu près du IIIe siècle, enfin 250 ans avant Jésus-Christ. Donc, on en est sûr. Donc, quand on nous dit que quand la science, la doxa, les Wikipédia et compagnie nous expliquent que le premier Européen qui est allé en Chine s'appelle Marco Polo, c'est absolument faux, puisque les scientifiques chinois, eux d'ailleurs, ils n'ont aucun problème à dire, finalement, ce sont des Européens qui ont, et probablement des Grecs, en fait des descendants de l'armée d'Alexandre, qui est allé jusqu'en Inde. Donc d'ailleurs, pourquoi serait-il arrêté en Inde et pourquoi ne serait-il pas allé plus loin? Justement, les scientifiques chinois disent nous, on a fait des relevés d'ADN, c'est de l'ADN européen. Et d'ailleurs, on ne trouve alors peut-être qu'on en trouvera un jour, mais pour l'instant, nulle part ailleurs en Chine ont été trouvés des statues de cette dimension-là. Ça n'est pas dans l'ADN chinois de produire de pareilles statues. Et donc, en fait, mais même, je veux dire, là, on pourrait faire... une fois, j'ai donné une conférence sur l'archéologie mystérieuse qui a duré 8 heures. Donc là, on n'a pas 8 heures, donc voilà. Et donc, je le redis, dans cette période vraiment très trouble, etc., où on essaye de nous isoler les uns par rapport aux autres, de nous faire croire que finalement, nous ne sommes qu'une variable de remplacement, voire rien du tout, eh bien, c'est faux.
Au contraire, je veux dire, nous descendons de civilisations brillantes, puissantes, et nous avons ça en nous. Nous l'avons encore en nous. T'as dit quoi, Stéphane? Tu veux qu'on continue pendant 8 heures? Ouais. J'ai fait une vidéo de 5h10 ce jour en direct. Donc, On va faire ça 8 heures de direct. Allez, on se barre à 4h du matin. on va laisser Patrick. Ah non, mais ça serait pour j'adore 8 heures. ces sujets. D'ailleurs, comme je disais, nous en mettons sur novimondi.tv au fur et à mesure. Mais quand donc, aller sur les lieux, La Roche-Chauffée, c'est à combien de kilomètres? C'est à 20 kilomètres de Rennes? De Rennes, ouais. Voilà. Sur la Haute-Danger. Ouais. Voilà. C'est 20 kilomètres de Rennes. Donc, franchement, c'est pas inaccessible. Allez voir par vous-même, posez-vous la question. Qui a pu faire ça? Allez ressentir l'énergie que La Roche-Chauffée procure. Et donc, pour répondre à ta question tout à l'heure, est-ce qu'en Europe, il y a eu... évidemment. En fait, toute la Terre, mais en Afrique aussi d'ailleurs, on trouve un certain nombre d'artefacts qui normalement ne devraient pas y être. Même dans les musées, hein, ils ont des choses qui montrent. Oui. Donc en fait, vraiment, le message, c'est l'humanité, c'est quelque chose de magique. On a produit des choses incroyables. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais qu'on fait passer le Moyen-Âge pour une période obscure. La science. Oui, on a quand même construit les cathédrales, on a inventé l'amour courtois, etc. La littérature, la musique, tout. Oui, pour une période obscure. Pour compléter par le capitalisme. Ce que j'aime, ça n'est pas obscur, et pour moi, le capitalisme, c'est une idéologie. J'aime bien dire ça parce que c'est vrai que tu parles du beau qu'on faisait. À la Révolution française, on a arrêté de faire du beau. Et pour moi, on a lancé le capitalisme à la Révolution française pour permettre aux gens sans talent de pouvoir gagner de l'argent, tout simplement. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est bien dit. Voilà. Parce que avant la Révolution française, c'était le talent, c'était les tailleurs de pierre, la musique, voilà. Et on a détruit tout ça pour que les gens sans talent puissent gagner de l'argent. C'est ça le capitalisme. Ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Et du coup, ça a permis à des nuls de nous gouverner. Bien sûr. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'être sur la défensive. On n'a pas justifié de ce qu'on fait. Il faut qu'on continue. Il faut. Alors nous aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça quand même. C'est qu'on est attaqué par ce qu'on appelle les fact-checkers. On a les mêmes. Il faut comprendre que ces gens-là, ils ont qu'un second de commerce. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure le consensus. Ces gens-là, les fact-checkers, ne défendent pas la science. Ils défendent la croyance qui est le consensus. J'explique pourquoi c'était une croyance. Il faut comprendre que ces gens-là qui défendent le consensus, c'est des religieux, puisque c'est une croyance, mais ça va beaucoup plus loin. C'est que ces gens-là imposent un consensus. Et quand on impose une religion, eh bien, on est un gourou, on est une secte. Et aujourd'hui, si on reprend les textes des Miviludes, on pourrait dénoncer Durand, Latron Chambière, Rudi Reichstadt et mon ami Alexis Sédou comme des gens sectaires aux Miviludes. Parce que ces gens-là veulent imposer une croyance qui est le consensus. Il faut plus les appeler les fact-checkers, on en a parlé avec Patrick. Ces gens-là, comment ? Il faut les appeler les consensueurs en 3 mots. Consensueurs ? Consensueurs, parce qu'ils sont là que pour défendre un consensus. Donc si on arrête, il faut les appeler pour ce qu'ils sont, des gens qui défendent une croyance. Donc maintenant, appelons-les consensueurs. En 3 mots, c'est mieux, parce que ces gens-là ne travaillent pas beaucoup. Et ils sont là pour le débat. Nous, aujourd'hui, j'ai des gens qui font des vidéos tous les jours sur moi pour me critiquer sans base. Tous les jours, j'ai des vidéos. Par exemple, Durand Tronchambier, quand je lui ai dit que son fonds de commerce, c'était le consensus, et qu'il était en train de ramener la science à l'âge du pierre, il n'a pas su quoi me répondre. Il m'a répondu par un smiley. Et parce que je demande aussi à la Tronchambier ou n'importe qui de débattre avec moi du consensus, parce que ces gens-là... Ils veulent pas débattre. Mais non, jamais un fact-checker, ou plutôt un consensueur, ne débattra, parce qu'ils seront vite démasqués, puisqu'ils ne vivent que par leur fonds de commerce, qui est le consensus. Il y en a d'autres qui veulent pas débattre, mais ils sont dans les partis politiques aussi. Oui, mais d'ailleurs, parce que petit à petit, et justement, c'est important d'en parler, parce que petit à petit, ça se transforme dans des lois. C'est-à-dire que bientôt, il ne sera plus possible de remettre en cause, mais remettre en cause, ça veut dire, parfois, c'est simplement avoir un avis différent, une analyse différente de ce qui s'est passé sur les périodes de l'histoire. Alors moi, j'ai bossé là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Descartes, qui a, avec Macron et Gérald de Bronner, décidé de transformer le consensus
en quelque chose d'inattaquable et de condamnable. Et la Fondation Descartes, on va retrouver dedans des gens qui sont de l'OTAN. On va retrouver, alors, vous allez sur la Fondation Descartes, vous avez tout. Vous avez des gens qui viennent de chez Morgan Sachs, vous avez des gens de l'Arcom, mais vous n'avez pas du tout de scientifiques. Et vous avez donc Gérald de Bronner qui est à la tête de tout ça et qui, lui, veut absolument que le consensus devienne inattaquable et condamnable. Et Gérald de Bronner, c'est quelqu'un qui, quand il était jeune, croyait que la fin du monde était à Nancy. Et je pense que Gérald Bronner est en pleine catharsis. Il a tellement une revanche à prendre sur le passé où il croyait que la fin du monde était à Nancy et qu'il fallait se protéger, que maintenant, il fait beaucoup de zèle, Gérald Bronner, pour nous empêcher de nous exprimer. Et tout ça, c'est, à mon avis, psychologique. Je me permets de le dire. Pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Patrick, ton prochain bouquin. Ah oui, c'est la pornographie, c'est ça? Alors, il y en a plusieurs. Effectivement, parce que je me dis comme ça. Alors vraiment rapide parce qu'il nous reste 1 minute en fait. D'accord, donc je serai très rapide. Donc évidemment, nous avons dans notre actualité le livre de Francis Lalanne que tu as invité pour mise en demeure. Effectivement, là, nous publions un autre livre qui est un vrai problème de société qui s'appelle Les ravages du porno sur le cerveau. Et puis, et j'en profite d'ailleurs, pour remercier toutes les personnes qui ont commandé le livre jaune numéro 3. Alors j'ai un peu de retard parce qu'entre-temps, effectivement, j'ai publié le livre de Francis Lalanne, donc je vous prie de m'en excuser. Mais là, ça y est, je suis en train de le terminer, il va partir chez l'imprimeur. Et justement, nous, dedans, dans les mythes, en fait, le sous-titre, c'est « Déconstruction de mythes ». Et il y a notamment un mythe, le mythe de Christophe Colomb, avec toutes ses conséquences. Sinon, effectivement, vous pouvez retrouver sur novimundi.tv notre collection Mystère. Et puis, oui, le mystère des cartes anciennes, qui existe d'ailleurs en film, qu'on peut voir sur novimundi.tv, qui montre en fait que, oui, toute l'histoire de l'humanité est fausse, quoi. Enfin, Merci beaucoup, cher Patrick. Et Éric Le Saint, donc évidemment, ce livre sur les pyramides, le secret de l'implantation des pyramides d'Égypte. Un prochain livre en écriture. Donc il y a la suite qui va être mortelle. Simplement sur les pyramides de Gizeh, parce que là c'est du millimétré, c'est de l'orfèvrerie, c'est faux. Il y aura aussi le mystère du prix. Alors il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, on a parlé de capitalisme. J'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle comment le capitalisme a créé le racisme en nous mettant en concurrence en permanence, que l'autre devient un ennemi dans le capitalisme. Et donc je voudrais refaire ce livre-là avec Patrick avec tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui c'est très important de comprendre que la destruction de l'humain est inéluctable avec le capitalisme, parce que l'autre sera toujours de plus en plus un ennemi. Il y aura toujours un boulot pour 10 personnes, après un boulot pour 20, un boulot pour 30, un appartement pour 30, 40. Et le fait que les gens soient différents, eh bien c'est plus un atout, parce que ce qui est intéressant avec les gens, c'est qu'on soit tous différents. Si on est tous pareils, on n'a pas envie d'aller voir l'autre. Moi, j'aime bien que les gens soient différents. Je travaille beaucoup avec les musiciens du Burkina Faso, par exemple, parce qu'on mélange nos cultures. Et aujourd'hui, on a peur d'être différent. Parce que si on est différent, on est tout de suite jugé. Parce qu'aujourd'hui, avec l'autre étant un ennemi, eh bien c'est la différence qui va faire qu'on va s'attaquer à l'autre. On va trouver une justification dans le fait que l'autre est différent pour comprendre pourquoi on n'a plus de boulot, pourquoi on n'a plus ceci, on n'a plus cela. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut absolument être différent. On est une société qui veut plus qu'on soit différent, justement pour mettre sous le tapis nos différences, pour que les gens, que ça tienne un peu la société. Mais il faut absolument être différent. Et ce qui est important, c'est de savoir que ce qui nous rend différents, c'est nos frontières. Et les frontières, c'est pas quelque chose pour diviser, c'est quelque chose pour rassembler, parce que nos frontières nous gardent notre culture, notre cuisine, notre langue. Et c'est parce qu'il y a des frontières qu'on a envie d'aller vers l'autre. Donc les frontières, elles sont de gauche. Si on reprend le truc gauche-droite, les frontières, elles sont de gauche. Tous les gens qui veulent pas de frontières, c'est des gens qui veulent tous qu'on soit pareil, et on n'aura plus rien à aller voir le. Merci. Donc les frontières sont humanistes. Juste un mot, mais 10 secondes. Le livre d'Éric ou le mien, Le mystère des cartes anciennes, sont sur novimundi.com. Voilà, Novimundi, vous allez sur novimundi.com. Merci à vous deux vraiment pour cette émission passionnante. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Passez une excellente soirée. N'oubliez pas d'adhérer au Club Géopolitique Profonde. On se retrouve demain soir, 19h. Allez, salut, ciao. Merci.